Bonsoir à vous, mesdames et messieurs, et bienvenue dans cette édition. Toutes nos excuses pour ce retard dû au direct qui se passe au niveau du palais de la démocratie. Comme vous le savez, les conseillers nationaux se sont retrouvés aujourd'hui pour examiner et adopter le projet de constitution de la République. C'est une étape importante pour le retour à la normalité constitutionnelle. Nous reviendrons en détail dans nos prochaines éditions. En cette fin d'après-midi, le Premier ministre chef du gouvernement, Saleh Kebzabo, a accordé une audience aux représentants résidents du PNUD au Tchad, Kamil Kamouladine, en compagnie d'une délégation des Nations Unies chargée de l'évaluation des besoins en vue des réformes du secteur public. Ils sont venus présenter au Premier ministre les axes autour desquels le PNUD entend apporter son expertise pour la bonne marche des institutions de notre pays en cette phase de transition. Alexis Passois. Partenaire de premier ordre du Tchad, le PNUD a toujours apporté son appui au gouvernement dans des moments charniers de l'évolution du pays. La présence de la délégation des Nations Unies à la primature aujourd'hui en cette deuxième phase de transition est la parfaite illustration de ces partenariats féconds. Le chef du gouvernement, Saleh Kebzabo, qui fait de la performance de l'administration son credo, use de l'entre-gens pour booster une administration tchadienne en quête de résultats. L'audience d'aujourd'hui confirme, si besoin en était, que cette coopération est placée sous le sceau de l'exemplarité. À l'instar d'autres partenaires privilégiés du Tchad, le PNUD appuie la transition depuis le début de ces processus. Le Tchad étant un vaste chantier avec d'énormes défis, dont l'un est la réforme du secteur public en vue de performer dans les résultats. Cette quête de performance passe par une évaluation du système du secteur public. Des solutions seront proposées ainsi qu'un mécanisme de mise en œuvre indiqué pour atteindre cet ultime objectif, à savoir des résultats. L'exercice se déroulait en 3 phases. Première phase que nous avons commencé aujourd'hui, c'est pour l'évaluation. Deuxième phase, c'est pour conception de nouveaux programmes, pour discussion avec le gouvernement. Avec des experts venus du Sénégal, de la Jordanie et des États-Unis, le PNUD entame ainsi la première phase d'évaluation des besoins pour la réforme du secteur public. C'est ainsi qu'en marge de cette audience, la délégation du PNUD a entamé une réunion avec le staff du Premier ministre dirigé par le secrétaire général de la primature, Youssouf Abassala. Le Premier ministre chef du gouvernement d'Union nationale, Saleh Kebzabo, a présidé ce matin une réunion de travail à laquelle ont pris part quelques membres du gouvernement, Madame le maire de la ville de N'Djamena et certains membres de son cabinet. Au centre des discussions, l'évaluation de la situation pluviométrique dans la ville de N'Djamena. Après les premières pluies enregistrées dans la capitale, il était utile de jeter un regard sur les données et se faire une idée précise sur les mesures à prendre pour éviter à la population de vivre un calvaire comme l'année dernière. Hamid Koumi. Plus de 200 000 ménages de 18 provinces sur les 23 que compte le pays étaient victimes de l'inondation lors de la précédente saison de pluie. Cette situation préoccupe particulièrement le Premier ministre Saleh Kebzabo, qui multiplie des rencontres avec les différents acteurs afin d'éviter à la population une répétition du calvaire qui a plongé d'innombrables familles dans des désastres dont les conséquences sont encore durement ressenties. C'est pourquoi le chef du gouvernement a rencontré les responsables de la mairie de la ville de N'Djamena. Rencontre élargie à quelques membres de son gouvernement directement concernés par la gestion de ce secteur. Tous réfléchissent pour trouver une réponse appropriée à ce phénomène. Pour agir avec une efficacité requise, le Premier ministre Saleh Kebzabo veut s'enquérir davantage de la situation réelle de la ville après les premières pluies. Pour lui, il n'y a que de cette manière que des actions peuvent être engagées. Je ne comprends pas que, après quelques pluies, la ville soit bloquée. Qu'en sera-t-il dans les 3 mois qui vont arriver si la saison se poursuit comme elle l'est actuellement? Par ailleurs, au grand bonheur des populations cultivatrices. Mais les conséquences sur la ville de N'Djamena, elles sont énormes. Est-ce que vous avez, au niveau de vos services techniques, étudié ce problème? Qu'est-ce qui n'a pas marché? Pourquoi ça ne marche pas?
et quelles sont les mesures que vous avez envisagées pour la suite. En réponse à toutes ces préoccupations soulevées par le Premier ministre chef du gouvernement d'Union nationale, Mme Bathily Fatimé Zahra Hanana Douga, maire de la ville de N'Djamena, indique que des dispositions effectives seraient prises suivant les orientations données par les autorités du pays. Elle reconnaît cependant que les défis à relever sont énormes. Je suis vraiment très contente que le Premier ministre, chef du gouvernement de transition, puisse se soucier concernant la population et pour la solution rapide pour éviter les futures inondations. Je crois que le fait d'avoir eu cette réunion avec le Premier ministre, chef de gouvernement, ça nous donne encore le courage et nous allons essayer de mettre nous aussi de notre côté les hommes qu'il faut, les moyens qu'il faut pour essayer de sauver cette ville-là. Au-delà de l'inondation, l'application et le suivi des différentes décisions sont aussi évoqués lors de cette rencontre. Pour le Premier ministre Saleh Kebzabo, il est inadmissible que des décisions soient prises et que leur application sur le terrain pose problème. Il exhorte à cet effet les responsables à différents niveaux à faire respecter toutes les décisions et ce, dans l'intérêt de la population. Juste quelques heures après cette rencontre, la maire de la ville de N'Djamena, Bathily Fatimé Zahra Douga, a convoqué à la mairie de N'Djamena une réunion d'urgence pour procéder d'une part à la restitution des orientations données par le Premier ministre et réfléchir sur leur mise en œuvre d'autre part. Les maires de 10 communes de N'Djamena ont répondu présents à la rencontre. Ganda Taohamia. Des instructions aussitôt reçues du Premier ministre, chef du gouvernement de transition, Saleh Kebzabo, la maire de la ville de N'Djamena, Bathily Fatimé Zahra Douga, fait d'urgence la restitution aux maires des 10 communes d'arrondissement de N'Djamena. Ceci afin d'une exécution harmonieuse des orientations données par le Premier ministre pour éviter à la population des inondations. Et aujourd'hui, s'ils sont ici aussi, c'est par rapport à la réunion qu'on a eue avec le Premier ministre, chef du gouvernement de transition. Donc, il est de notre devoir de leur faire la restitution de cette rencontre de ce matin pour permettre à chacun d'avoir ces orientations-là. Donc, nous allons réfléchir ensemble qu'on fasse la bonne marche pour sauver la population. Cette rencontre a permis également aux maires de 10 communes d'énumérer les difficultés rencontrées dans leurs circonscriptions respectives et ensemble chercher les moyens pour y remédier et éviter à la ville de N'Djamena tout désagrément lié à la saison pluvieuse. Vous suivez depuis quelques jours sur Téléchat les différentes étapes de la tournée de suivi du ministre des Infrastructures et du Désenclavement dans le Tchad profond. Dr Idriss Saleh Bachar a bouclé sa mission de supervision des travaux routiers par une descente sur le chantier de bitumage de l'axe Mongo-Aboudeya. Le point avec Kalianga Voutna. Lancés depuis plus de 3 mois, les travaux du bitumage du tronçon Mongo-Aboudeya n'ont pas encore véritablement commencé. Et pourtant, le gouvernement s'est acquitté de ses obligations vis-à-vis de 2 entreprises en charge d'exécution des marchés, à savoir CGECOP et Arab Contractor. Mécontent du non-démarrage des travaux, le ministre des Infrastructures et du Désenclavement, Dr Idriss Saleh Bachar, a rencontré les responsables de 2 entreprises et la mission des contrôles pour connaître la cause. Les raisons avancées n'ont pas convaincu le ministre. Il faut construire. Vous avez déjà eu l'argent. On va renvoyer une mission d'inspection qui va venir voir. Donc dès lundi, il faut que les choses commencent et vous commencez à construire vos bases de vie. Il faut que l'ensemble des équipes qui doivent venir, que ce soit pour le bureau de contrôle, que ce soit pour l'entreprise, soient sur le terrain. Les travaux que vous pouvez commencer à travailler pendant la saison pluvieuse, travaillez. Et n'oubliez pas que la durée court. Le chef du département des infrastructures et du désenclavement a bouclé sa mission de supervision des travaux routiers par la visite des travaux d'entretien qui s'exécutent un peu partout sur le tronçon N'Djamena à Béchi. Le ministre de la Santé publique et de la Prévention a réceptionné cet après-midi à l'aéroport international Hassan Diamous des équipements de prise en charge des réfugiés soudanais, un don de l'Organisation mondiale de la santé. Thomas Ousmane Diali. À l'aéroport international Hassan Diamous cet après-midi, un décor particulier qui définit un geste de cœur.
Le ministre de la Santé publique et de la Prévention réceptionne le premier shipment des kits Traumatex pour la prise en charge des réfugiés soudanais qui va grandissant à l'est du pays. Un don de l'Organisation mondiale de la santé en réponse au cri de cœur du gouvernement tchadien. Ces équipements de soins permettront, selon le représentant de l'OMS au Tchad, Dr Jean Bosco, une prise en charge adéquate de tout type de blessures à environ 5000 patients. Pour le ministre de la Santé publique, ce geste est une traduction concrète de l'appel lancé à l'endroit de la communauté internationale. Le 1er juillet, on aura un hôpital mobile de 300 lits. Et puis l'IRC est en train de mobiliser encore des ressources. Avec l'appui des représentants de l'OMS, nous avons déjà un plan de riposte de 3 mois. Cette crise qui affecte également plusieurs pays voisins du Soudan et qui touche plus particulièrement le Tchad appelle à une très grande synergie d'action, car sa gestion reste une affaire de tous. Et à ce titre, l'OMS affirme la préparation en cours d'autres livraisons. Celles-ci concerneront des kits trauma pour une plus grande capacité de prise en charge, avec un accent sur la santé pédiatrique et celle des enfants malnutris sévères. Lancement officiel ce matin du projet d'appui au secteur de santé au Tchad. C'est la phase 3 du projet. La cérémonie a été présidée par le ministre de la Santé publique et de la Prévention, Dr Abdelmajid Abdelrahim, en présence de son collègue de l'enseignement supérieur. Les temps forts de la cérémonie avec Hayat Adam Nasser. Ces projets d'un montant de plus de 7 milliards de francs CFA s'inscrit dans la feuille de route de la transition. Il consiste à donner plus de moyens au ministère de la Santé publique et de la Prévention et ses démembrements, ainsi qu'aux acteurs de la santé au Tchad, afin d'apporter des services essentiels, positifs et visibles à la population exposée aux risques sanitaires. Pour le représentant de l'Agence française de développement AFD, le programme du projet d'appui au secteur de santé au Tchad PAST 3 le réconforte dans sa position. Les 2 premières phases financées chacune à hauteur de 6 milliards francs CFA selon le ministre de la Santé. La santé maternelle néonatale et infantile est au centre de préoccupation du gouvernement de transition. Et en premier lieu, le général Mohamed Idriss Déby, président de transition, président de la République. Au regard des perspectives d'accès de qualité pour tous à la santé maternelle, je voudrais me réjouir du démarrage de ce projet et je salue par la même occasion l'engagement du chef de l'État pour le renforcement des plateaux techniques des services de santé de soins d'urgence. La mise en œuvre et l'évaluation des activités se réaliseront en étroite collaboration avec le service déconcentré de l'État dans les 3 provinces ciblées par le projet pour répondre efficacement aux besoins des populations en matière d'accès aux services sociaux, de santé et contribuer directement à la réduction des inégalités de genre. La ministre déléguée auprès du ministre du Pétrole chargé de l'indépendance énergétique, Ramatou Mahamatoutoin, a reçu en audience ce matin le consul du Tchad à l'île Maurice, Nasser Arzam Khan, et le représentant du programme des Nations Unies pour le développement, Kamal Kamaladine. Les questions de développement et les relations de coopération étaient au centre des échanges. Madjikoto David. La première personnalité a été reçue par la ministre déléguée auprès du ministre du Pétrole, chargé de l'indépendance énergétique, Ramatou Mahamatoutoin, était le consul du Tchad à l'île Maurice, Nasser Arzam Khan. Leur entrevue a porté essentiellement sur la question du projet de l'énergie éolienne et l'énergie renouvelable afin de lutter contre la dégradation de l'environnement au Tchad. Je remercie Madame et son équipe qui nous a bien guidés dans la façon d'aller de l'avant et comment faire pour concrétiser des projets le plus rapidement possible. La deuxième audience est accordée au représentant résident du PNUD au Tchad, Kamal Kamaladine. Ce diplomate onusien est venu échanger avec la ministre déléguée auprès du ministre du Pétrole chargé de l'indépendance énergétique sur divers projets tels que le financement de la réalisation d'une mini-centrale électrique à Mandélia ainsi que le financement de 30 projets des groupements féminins de la dite localité. Le représentant résident du PNUD a également saisi l'opportunité pour annoncer la visite prochaine du directeur régional du PNUD au Tchad pour procéder au lancement officiel des différents projets retenus.
Le comité de politique monétaire de la Banque des États de l'Afrique centrale a tenu ce matin à Yaoundé par visioconférence sa deuxième session ordinaire de l'année 2023. La conjoncture économique et les perspectives macroéconomiques, tant au niveau international que sous-régional, étaient au centre des préoccupations. C'est le gouverneur de la BEAC et président du CPM, Abbas Mahamatouli, qui a dirigé les travaux. Mamat Moussaba Mecheib. La session du comité de politique monétaire de la Banque des États de l'Afrique centrale BEAC a examiné l'évolution récente de la conjoncture économique au niveau international et de la sous-région Afrique centrale, notamment la zone CEMAC. Cette réunion en vidéoconférence présidée par le gouverneur de la Banque des États de l'Afrique centrale BEAC, Abbas Toli, s'est penchée aussi sur les perspectives macroéconomiques. L'accent a été mis sur l'inflation qui affecte négativement l'économie mondiale et celle de la sous-région. Il a été relevé que l'inflation dont souffrent les pays de la CEMAC et le monde est la résultante du conflit russo-ukrainien qui continue d'impacter négativement les marchés de l'énergie et des produits alimentaires de base. L'analyse de la situation a permis au comité des politiques monétaires de la BEAC de décider du maintien du taux d'intérêt des appels d'offres à 5%, celui de la facilité de prêt marginal à 6,75%, le taux de la facilité de dépôt à 0% et les coefficients de réserve obligatoires à 7%. À l'issue de cette session ordinaire du CPM, le gouverneur de la BEAC a animé une conférence de presse par vidéoconférence pour situer les hommes des médias internationaux et ceux des 6 pays membres de la CEMAC. Plusieurs questions d'éclaircissement relatives à l'inflation et aux autres problèmes que la zone CEMAC traverse ont été posées. À la question de savoir si les décisions prises par le CPM peuvent pallier la situation, le gouverneur de la BEAC a notifié que ces mesures ne suffisent pas pour juguler cette conjoncture. Mais, indique-t-il, il y a de l'espoir si la ceinture est bien serrée. C'est avec les réponses édifiantes du gouverneur de la BEAC que la conférence de presse a pris fin. Le gouverneur du Moyen-Chari, général Ousmane Brahim Djouma, se dresse contre certaines autorités locales qui détournent les céréales de l'ONASA destinées à la population. Au cours d'une mission, le gouverneur suspend de leurs fonctions les sous-préfets de Kiabi et de Singako pour complicité de vente des céréales. Mounpor Meadumgar. Après avoir passé 3 jours d'intenses travaux dans la ville de Kiabé concernant la sensibilisation sur le vivre ensemble et la cohabitation pacifique, le gouverneur de la province du Moyen-Chari, général de division Ousmane Brahim Djouma, a profité de son séjour pour donner des instructions fermes aux forces de défense et de sécurité de récupérer tous les vivres octroyés par l'Office national de sécurité alimentaire au NASA aux vulnérables de Kiabé qui sont vendus par certaines autorités à quelques commerçants de la localité. Ce 25 juin 2023, 486 sacs de riz, 103 sacs de maïs, soit un total de 589 sacs confondus et 14 bidons d'huile de 20 litres ont été récupérés des mains de ces commerçants par les forces de défense et de sécurité et présentés au gouverneur de la province du Moyen-Chari ainsi qu'à la presse locale. Je demanderai à l'administration centrale de nous envoyer des hommes compétents, des hommes déterminés à servir la population et non se servir. Nous sommes face à des escrocs de la République qui n'ont ni l'amour de la population ni l'amour de la République. Et ceux-là n'ont pas leur place dans cette province. Et aussi remettre ces vivres directement et gratuitement à la population, étant donné que c'est payé au magasin de l'ONASA, nous n'avons plus besoin de les faire payer encore. Il faut retenir que les sous-préfets de Kiabé et de Singako sont suspendus de leurs fonctions pour complicité de vente de ces vivres et les commerçants coupables sont remis aux forces de défense et de sécurité pour des auditions. Le gouverneur de Hadjar Lamis, Satadim Succès Noël, a tenu ce matin à Massakori une rencontre avec les chefs traditionnels et religieux. La cohabitation pacifique au centre de cette rencontre. Ahmad Fadjak. Cohabitation pacifique et le vivre ensemble des mots très chers aux plus hautes autorités doivent être conservés et véhiculés par les chefs traditionnels et les hommes de Dieu. La Banque mondiale, à travers le projet SWED, partenaire du gouvernement, a permis de renforcer les capacités des membres des comités locaux de gestion de la province de Hadjar Lamis. Les chefs de mission Baïnassem Kilbam affirment que le projet SWED a toujours œuvré pour garantir l'appropriation de ces différentes thématiques.
Le gouverneur de la province de Hadjer Namis, Satadim Succès Noël, a salué la contribution de la Banque mondiale. Je voudrais saisir cette occasion pour saluer les efforts de la Banque mondiale à travers le projet Suède qui est résolument engagé à appuyer le gouvernement du Tchad à la mobilisation de la communauté. Quant à vous, participants, je vous exhorte vivement à plus d'abnégation pour l'élaboration des plans d'action de votre province et de suivre attentivement les enseignements donnés par les experts. Durant 2 jours d'intenses activités, les participants et les experts pourront élaborer un plan d'action qui tiendra en compte tous les problèmes socio-économiques de la province. Installation ce matin à Amdiaras du chef de station provinciale de l'ONAMA, Adam Nasser Ouigué. La cérémonie de passation de service a été officiée par le secrétaire général de la province de l'Enedi-Est, Anour Djibrin Youssouf Nou. Le chef de station provinciale d'Onama Amdiaras, Hassan Lamé, cède son fauteuil à Adam Nasser nommé par arrêté numéro 032 du 14 juin 2023. Souhaitant la bienvenue à l'assistance, le chef de station sortant a évoqué les réalisations pendant 11 mois à la tête de la dite station et a salué la franchise de son équipe. Le directeur des stations provinciales, Adam Ibrahim Tété, a quant à lui insisté sur le respect des cahiers des charges qui est d'ailleurs le levier le plus ardent de la hiérarchie. Le chef des stations provinciales, entrant Adam Nasser Ouigué, a exprimé sa gratitude aux plus hautes autorités du pays pour la confiance placée à sa modeste personne et promet de relever les défis. Les défis ne sont rien d'autre que la mise en œuvre effective du cahier des charges, d'offrir à notre environnement immédiat les programmes locaux tout en prenant en compte les besoins de la population cible et amener l'ONAMA Amdiaras à contribuer considérablement à la production des programmes audiovisuels. Le secrétaire général de la province de l'Enedi-Est, Anour Djibrin Abdoulaye, a exhorté le nouveau chef de station à se mettre résolument au travail. Vous devez bien collaborer avec le personnel de l'ONAMA dont vous avez la charge de le gérer. J'aimerais attirer votre attention sur les plans importants pour mériter encore plus de confiance des plus hautes autorités de la République, à savoir la transparence dans la gestion de la chose publique, le respect de la hiérarchie et l'esprit d'équipe. Il a également insisté sur la bonne et franche collaboration au nouveau chef de station pour qu'il puisse bien remplir sa mission. Une mission composée des experts, consultants et cadres des secteurs du développement rural et ceux du Fonds mondial de développement agricole évalue la performance du projet de renforcement de la productivité des exploitations agropastorales, familiales et résilience. C'est le repère. Plus de précision avec Varelach. Après avoir sillonné plusieurs localités d'intervention du repère, projet de renforcement de la productivité des exploitations agropastorales, familiales et résilience, les membres de la mission gouvernement et FIDA, Fonds international de développement agricole, restituent la mission de la revue à mi-parcours en présence du directeur pays et représentant du FIDA, Alexandre Marini. Il ressort des interventions des chefs d'équipe que le projet a impacté positivement sur la vie des populations bénéficiaires. Néanmoins, ces derniers ont émis quelques préoccupations. Elles s'articulent notamment autour des appuis multiformes des organisations paysannes pour leur permettre d'accroître les rendements sur le terrain. Du côté du coordonnateur du repère, Abdoulaye Mahmoud Labid, cette restitution a pour objectif d'évaluer la performance du projet. Il reste environ 1 an et demi, voire peut-être un peu moins de 2 ans avant le terme du projet. Et le projet a connu aussi un certain nombre de difficultés qui font que peut-être on a pris du retard. Et donc toutes ces questions vont être examinées au cours de cette réunion. Et c'est ça l'objet de cette séance de travail qui permettra de préparer l'aide-mémoire de la mission et qui permettra également aux différents consultants, chacun en ce qui le concerne, de préparer sa partie et pour qu'on ait un rapport global de la mission de revue à mi-parcours du repère. Ému des réalisations faites sur le terrain, le directeur pays du FIDA, Alexandre Marini, invite tous les acteurs impliqués à plus d'engagement pour permettre au projet repère d'atteindre ses objectifs fixés, ceux d'améliorer considérablement les conditions de vie des populations vivant dans les zones d'intervention qui sont, entre autres,
les provinces de Hadjer Lamis, du Charibagrimi, du Salamat, du Bata et celle du Guéra. Demain, mardi 27 juin, les pèlerins entameront l'ascension du mont Arafat, lieu où le prophète Mohammed a prononcé son dernier sermon. C'est l'une des étapes majeures du Hajj. Leur périple les a conduits aujourd'hui à Mina. DGB Tirengaï. Les fidèles ont fait le voyage en bus jusqu'à Mina, localité située dans une vallée étroite entourée de montagnes rocheuses à 7 km de la grande mosquée de la Mecque, ville sacrée de l'islam dans l'ouest de l'Arabie Saoudite. Après avoir accompli le rite du Tawaf autour de la Kaaba, structure cubique noire vers laquelle les musulmans du monde entier se tournent pour la prière, les pèlerins ont passé la nuit du dimanche dans les tentes à Mina. Ici, l'organisation des tentes et la prise en charge sont réservées strictement au ministère saoudien du Hajj et toutes les conditions sont réunies pour rendre agréable le séjour des pèlerins. Le mardi 27 juin à l'aube, les pèlerins entameront l'ascension du mont d'Arafat où le prophète Mohammed, paix et salut sur lui, aurait prononcé son dernier sermon qui est le point culminant du Hajj. Ils passeront plusieurs heures sur le mont à prier et réciter le Coran. Ils vont procéder à la lapidation des stèles symbolisant Satan en jetant des pierres qui doivent se dérouler entre le lever et le coucher du soleil du dernier jour du Hajj. La saison hippique 2022-2023 s'est achevée ce dimanche à Djarmaya, à Ouaka Djarmaya, localité située à plus de 30 km à la sortie nord de N'Djamena, en présence du ministre des Affaires culturelles, du patrimoine historique et du tourisme et d'un nombre important de mordus des courses équestres. 6 courses ont été au programme de ce Grand Prix de la République. Kadnouba Théophile. 6 courses étaient au programme de ce Grand Prix de la République qui marque la fin de la saison hippique 2022-2023. Les 2 premières courses longues de 1600 et 1700 mètres sont réservées à 11 chevaux des catégories néant et 11 autres ayant gagné moins de 60 points. Ces courses ont été dominées respectivement par Moussoro Bar El Gazelle de Isaka et Zena Moussoro, la jument de Mustafa Abderrahman Issa. La 3e et 4e course, réservée à 26 chevaux des catégories race longues de 1800 mètres, ont vu le triomphe des trotteurs Zikra 2 de Cheikh Saleh Gombo, jockey Moussa Idriss et L'Or 2, la jument de Inas Amir Artin, drivée par Abakar Tahir. La 5e course longue de 2000 mètres, réservée à 9 chevaux et juments de la catégorie Gargashi, est dominée par Vitaline Tchad, la jument de Saleh Moussa Fouza, le jockey Isaka Amat. Le plus grand trophée de la 6e course âprement disputée a été finalement remporté par le cheval de Mustafa Issa Adoum Kanem, monté par Abakar Tahir. On ne peut pas clôturer la saison en faisant le prix de la République sans remercier bien sûr qui de droit son Excellence M. Mahamat Idriss Déby Itno pour quand même le soutien non négligeable qu'il a eu à nous apporter. On a eu un terrain, malheureusement, les aléas climatiques ont fait qu'on n'a pas pu le mettre en valeur. Le ministre des Affaires culturelles salue l'engagement du président de transition à soutenir le sport équestre. Mes impressions sont celles de satisfaction totale. J'en profite pour remercier les plus hautes autorités de ces pays pour avoir effectivement accompagné cette association qui s'y bat très bien en ce qui concerne la course épique. Et vous rassurer par la même occasion que nous allons accompagner cette activité qui fait partie intégrante de nos us et coutumes. Ce Grand Prix de la République a été l'occasion de récompenser tous ceux qui ont contribué à la réussite de cette saison épique 2022-2023, puis les meilleures écuries, jockeys et trotteurs de la dite saison. Point final à cette édition. Excellente suite de programme sur Téléchat.